Et tout de suite, dans nos studios de CFM Rodez en Aviron, deux invités venus d'un petit peu plus loin que ce département, un petit peu plus loin aussi que cette région Occitanie. Ils nous viennent de Grenoble, donc dans l'Isère. Nous accueillons Clara Heger et Raoul. Je vais avoir du mal à prononcer votre nom. Raoul. Maniberton. Maniberton, merci beaucoup. Raoul Maniberton et Clara Heger, qui sont tous les deux, je pose la chose tout de suite d'emblée, professeurs de sciences politiques. N'est-ce pas Raoul ? Très bien, David. Bonsoir Clara. Bonsoir. Mais n'ayez pas peur, vous qui nous écoutez, on va essayer d'être très très clair et de ne pas vous ennuyer dans cet entretien avec nos deux invités qui sont les principaux auteurs d'un livre paru il y a quelques jours sur un sujet, s'il en est, d'actualité, ce fameux RIC, autrement dit référendum d'initiative citoyenne. Votre ouvrage, Raoul Maniberton et Clara Heger, est intitulé RIC, le référendum d'initiative citoyenne expliqué à tous, sous-titre au cœur de la démocratie directe. On sait bien ça, Raoul ? Exactement. Alors vous êtes deux de là dans les studios, mais vous avez été un petit peu plus nombreux que ça à participer à cet ouvrage. Tiens Clara, on va donner la parole à Clara un petit peu. Oui, on est six auteurs, 6 contributeurs sur ce livre, 2 auteurs principaux et 4 personnes qui nous ont aidés à collecter de l'information sur ce sujet. Il fallait ça pour l'expliquer à tous, ce fameux RIC ? Il fallait ça pour l'expliquer à tous et pour faire le tour du monde de la pratique du RIC. Ah oui, alors parce qu'effectivement, c'est une des choses qu'on apprend à travers votre livre de 192 pages et au prix de 22 € seulement. 20 €, pardon, c'est bien ça, 20 € seulement, qui paraît chez les éditions FYP, c'est que l'on découvre, quand on n'est pas expert ou prof de sciences politiques, que le référendum d'initiative citoyenne, c'est pas une invention sortie d'une tête d'un mec en gilet jaune un 17 novembre au matin. Oui, effectivement, je réponds. Il existe non seulement dans plein de pays qui sont à côté de nous, hein, par exemple, sous différentes formes, il existe en Italie, en Suisse, en Allemagne. Donc rien que ça, il suffisait juste de passer la frontière pour s'en rendre compte. Mais aussi, il existe de façon extrêmement forte et régulière depuis le 19e siècle en Suisse et aux États-Unis. Donc ça fait plus de 100 ans que c'est quelque chose de courant pour des gens qui sont à côté de chez nous. Alors ce soir, le président de la République, enfin ce soir dans quelques minutes d'ailleurs, Emmanuel Macron, le président, va prendre la parole pour donner a priori, si j'ai bien compris, ses premières réponses au grand débat national. Alors on ne sait pas grand-chose, mais on sait quand même on a quelques éléments, et on sait notamment que ce fameux RIC, référendum d'initiative citoyenne, qui revient régulièrement dans les manifestations des Gilets jaunes depuis le mois de novembre dernier, qui est soutenu par les Français si on en croit dans les sondages, on sait que ça, le président, non. Pourquoi, à votre avis ? L'intérêt, un des enjeux majeurs du RIC, c'est qu'il fait perdre du pouvoir aux élus puisqu'il en donne à chaque citoyen individuellement. Donc il y a peu de chances et dans l'histoire, on n'a aucun cas où il a été donné par des élus à des citoyens. Donc la proposition qui va être faite, c'est une proposition qui sera d'un petit RIC, un RIC local sur des sujets en fait où sont compétentes les villes, c'est-à-dire très très peu de sujets. On va finir par faire des RIC sur où placer les pots de fleurs dans le boulevard Gambetta à Rodez. Oui, on remarque que ça peut être une question à poser, ça mais il y a peut-être d'autres questions que celle-ci. D'ailleurs, si vous voulez un petit exemple, le premier RIC de l'histoire qui a eu lieu aux États-Unis, c'était au 19e siècle, c'était pour empêcher le gouverneur de je ne sais plus quel État de se doubler le salaire. D'accord. Donc vous voyez pourquoi le gouverneur n'était pas très favorable à cette mesure et pourquoi Macron aussi est plutôt hostile. Quand même là, si le président annonçait un référendum citoyen d'initiative partagée là au niveau local, pour vous, ça serait déjà un bon début, déjà pas mal, ou une façon de faire diversion pour éviter le vrai RIC comme vous le soutenez ? Alors juste une distinction, le référendum d'initiative partagée au niveau national, oui. Il existe déjà, il veut le rendre un peu plus accessible, mais de toute façon là il est totalement inaccessible et même en le rendant plus accessible, c'est pas un RIC. Et en revanche, au niveau local, il ne veut pas faire de l'initiative partagée, il veut faire de l'initiative citoyenne. D'accord. Sauf que Clara va expliquer le problème de... Le gros problème en France, c'est que les municipalités ayant très peu de pouvoir, le risque, c'est qu'en fait, les personnes se retrouvent à faire des RIC sur des sujets qui ne les touchent pas vraiment et qui n'ont pas beaucoup d'impact sur leur vie ou qui pourraient avoir plus d'impact sur leur vie. Et le risque, c'est que cette mesure s'arrête là, en fait, et que le RIC soit concédé exclusivement au niveau local et qu'il ne touche pas aux enjeux qui sont au cœur du débat public aujourd'hui, comme la fiscalité, comme la question du pouvoir des élus, comme la question des impôts et des taxes. Et c'est ça où le RIC a le plus d'effet quand il touche tous les sujets possibles et le niveau de gouvernement le plus important, en fait. En travaillant à cet ouvrage,
Je le rappelle, RIC, le référendum d'initiative citoyenne expliqué à tous au cœur de la démocratie, paru chez FIP Édition. En travaillant dessus, vous avez été surpris peut-être ne serait-ce que déjà de l'étendue du RIC dans les autres pays, ses différentes modalités, types d'organisation ou pas? Bon, ça, on le savait déjà. C'est-à-dire que la plupart des informations qui sont dans le livre, on les connaissait parce qu'on travaille sur ces questions. Après, on avait besoin de travailler sur les détails. Donc, on savait déjà que c'était quelque chose d'extrêmement présent partout dans le monde. Là, on a fait le compte exactement du nombre de pays qui l'ont dans la Constitution. Et là, il faut faire constitution par constitution parce qu'il y en a 36. 36 pays qui ont le RIC dans leur Constitution. Ouais. Au niveau national, hein. On compte même pas au niveau local ou communal parce que là, c'est des milliers. 36 pays qui ont un RIC dans leur Constitution au niveau national. Et en fait, dans ces 36, la moitié, donc 18, ne l'ont jamais utilisé. Pourquoi? Parce qu'il est mal designé. Nous, on prend souvent la métaphore d'une montre. RIC, une montre, si tous les rouages ne sont pas au bon endroit, il ne marche pas. C'est autant ne pas avoir de montre. Donc là aussi, on a la moitié qui ressemblent à ce que le gouvernement propose. Le but de cet ouvrage, Clara, par exemple, c'est quoi? C'est un ouvrage presque scientifique, d'explication universitaire, le RIC c'est quoi, d'où ça vient, d'où ça sort, en quoi ça consiste? Ou c'est au-delà aussi comme une sorte de mode d'emploi pour la France? C'est vraiment, on a voulu faire un manuel du RIC. En fait, mettre à la disposition de chacun ce qu'on sait sur le RIC. Donc c'est à la fois, en fait, on vulgarise des travaux scientifiques. Et l'idée, c'était de donner à la fois, de parler à ceux qui soutiennent le RIC, mais peut-être ont besoin de renforcer les argumentaires, en fait, parce qu'ils savent pas tout. Et puis pour ceux qui sont sceptiques, de lire en fait un ouvrage qui est vraiment basé sur ce qu'on sait des effets du RIC et puis de montrer que c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, qui est pratiqué depuis longtemps. Et je pense quand même, enfin j'espère que l'ouvrage il tord le cou à certains mythes sur ce qu'est le RIC, sur ce qu'est son histoire et ce que sont ses effets. Par exemple? Un des exemples majeurs, c'est que par exemple il y a des sujets qui sont trop compliqués pour que les citoyens les décident dessus. Typiquement les questions budgétaires, souvent on dit oh là attention le RIC il faut le limiter, surtout pas sur les questions budgétaires, sinon on va faire exploser le déficit, les citoyens sont pas capables de gérer l'argent. En fait ce qu'on montre c'est l'inverse et c'est qu'il y a des études nombreuses sur cette question qui montrent qu'au contraire quand les citoyens décident sur les questions budgétaires ça fait des budgets beaucoup plus équilibrés, des dépenses qui profitent à tous et on évite des projets pharaoniques qui ne bénéficient pas en fait au plus grand nombre. D'accord, vous voulez dire quand on demande l'avis aux citoyens ils sont... Non, l'avis. Quand on laisse décider sur des questions. Vous avez raison. Voilà. Oui. Et l'effet grand, c'est que la dette publique est plus faible. Les décisions sont plus responsables que quand elles sont prises par les élites. On s'inflige nous-mêmes la rigueur. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que vous êtes sûr que c'est ce que vous voulez? Non, en fait, un des bons exemples, on en discutait là il y a quelques minutes, c'était l'idée de... C'est un peu la métaphore de comment on gère un budget à la maison, en fait. Parfois, on s'autorise des dépenses, parfois on dit, bon, bah attention, là, la fin du mois est un peu compliquée, on va faire attention. Parfois, on est dans le rouge, donc on dit, bon, bah il faut emprunter, mais au moins, on décide de l'argent qu'on a, on décide de la façon dont on le gère, et aujourd'hui, c'est pas le cas en France, en fait. Ce sont des élus qui ne payent pas, qui décident comment la collectivité dépense cet argent. Vous, au départ, vous aviez un parti pris de formation, de culture, de ce que vous voulez, pour le RIC à la base, ou vous êtes forgé une opinion au fur et à mesure, ou même à la fin après avoir écrit ce livre, vous avez aussi quelques limites à apporter à l'utilisation, à l'installation du RIC en France en particulier? Je pense que notre situation entre les deux, elle est un peu différente là-dessus. Moi, ça fait 2-3 ans que je connais un peu le RIC. J'ai vécu à Genève 2 ans, donc je l'ai vu en action en fait. Donc vivre en Suisse, ça aussi, ça permet de se rendre compte de la réalité de la pratique du RIC. Moi, j'étais tiède et maintenant je suis enthousiaste. Enthousiaste de l'avoir vu en action et puis d'avoir travaillé sur ce sujet. De l'autre côté, moi, je travaille sur ces questions de la comparaison entre pays selon les institutions. Ouais. Est-ce qu'un système proportionnel ou majoritaire, qu'est-ce qui est mieux, quels sont les effets? Donc, RIC ou pas RIC, je connaissais depuis de nombreuses années aussi. J'avais aussi écrit un livre sur ça qui s'appelait Démocratie, sur le poids des citoyens en 2012. Et donc, ce que j'ai vu, c'est en l'étudiant, en fait. Moi, j'aime bien la démocratie en soi, mais après, on peut trouver des failles. Mais par contre, le RIC, il n'y a pas photo. C'est-à-dire que je peux vous dire des défauts,
Ouais. Mais comparé au système sans RIC, c'est vraiment en tout point meilleur. C'est comparable à si on dit, est-ce qu'il y a des défauts dans la démocratie par rapport aux dictatures? Ben, Ouais, oui, mais alors par exemple, ouais, je suis d'accord. Voilà. Mais par exemple, bon, après je dis pas, c'est très beau la Suisse. Même les États-Unis, c'est très beau. Mais est-ce que vous pensez que démocratiquement, la Suisse et les États-Unis, c'est vraiment un cran largement au-dessus de la France? Oui. Ah. Oui. La Suisse en particulier, Ouais. ouais, c'est un cran au-dessus de Ouais. la France. Ça n'a rien à voir. Déjà, ce qui est important, c'est que les Suisses eux-mêmes sont complètement choqués par ce qui se passe en France, c'est-à-dire par le fait que quand on élit quelqu'un, on ne peut rien faire entre deux les élections, D'accord. sinon aller dans la rue. Ça, c'est quelque chose qu'ils ne savent pas tant que ça, parce que nous, on ne connaît pas les Suisses, mais eux, ils ne connaissent pas tant que ça la France. Mais quand ils apprennent ça, ils sont sous le choc. Eux, ils sont systématiquement en train de se renseigner et de voir quel type de RIC lancer, parce que ça existe aussi au niveau local, donc à tous les échelons, jusqu'à constitutionnel. Donc, et c'est quelque chose qu'on sent parce que, en fait, pour lancer un RIC, il faut des signatures, donc c'est important d'être dans des associations. Et ce qui se passe en Suisse, c'est que tout le monde est dans des associations, contrairement en France, parce qu'on sait que ça peut avoir un impact. Donc, en fait, le tissu associatif est énorme et on le sent dans la politique suisse. Et justement, l'intérêt pour vous de la mise en place d'un référendum d'initiative citoyenne au niveau national, donc en France. On va en parler dans la suite de cette émission sur CFM. À qui le tour, votre magazine régional. On se retrouve dans 2 minutes 30, juste après la pub. Il est 17h47 minutes, bientôt 48. CFM à Moissac 90.7. 90.7. Le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, c'est notre sujet aujourd'hui sur CFM dans Qui Tour avec nos invités Clara Heger et Raoul Mani-Berton, auteurs du livre intitulé RIC, le référendum d'initiative citoyenne expliqué à tous, au cœur de la démocratie, un livre de 192 pages, 20 €, paru il y a quelques jours, sorti il y a quelques jours, aux éditions FYP, un livre à trouver dans toutes les bonnes librairies. Clara Heger et Raoul Mani-Berton qui sont nos invités aujourd'hui dans les studios de CFM Rodez en Aveyron, puisqu'ils vont participer ce soir à une conférence débat organisée par le collectif de Marciac-Vallon les jeudis en question. Conférence débat ouverte à tous ce soir à 20h30 à la salle des fêtes Grange de Floirac. D'ailleurs, question Clara et Raoul, bon j'ai dit que vous veniez de Grenoble, c'est pas l'autre bout du monde non plus, mais vous avez déjà participé comme ça des réunions avec un public, des conférences débat autour de cette thématique du RIC? Oui. Oui. Alors ça donne quoi les personnes qui viennent pour vous écouter, vous poser des questions, c'est quoi justement leur principale question, leur première curiosité autour de ce fameux RIC? Alors, déjà, ça dépend des conférences débats qu'on fait. Ouais. Quand on a des conférences débats, récemment, on a eu pas mal organisées plus ou moins en collaboration avec les Gilets jaunes ou de manière générale la société civile. C'est plutôt des questions de type... sont plutôt publics avertis et favorables au RIC. Donc, les questions, c'est plutôt de type, est-ce que le RIC va permettre de faire la révolution ou alors non? Est-ce que ça va nous permettre de trouver le monde génial ou c'est quand même limité? Donc, c'est plutôt de ce sens-là. Et alors, justement, moi aussi, c'est la question que je pourrais avoir envie de vous poser. Le RIC, s'il aboutissait en France de façon générale, globale, complète, comme vous le souhaitez, on va en parler, ça changerait vraiment beaucoup de choses ou serait juste un pansement sur une jambe de bois Ça changerait beaucoup de choses. C'est ce qu'on essaie d'expliquer dans le livre, c'est qu'une petite mesure comme le RIC a beaucoup d'effets sur la satisfaction des gens, sur même le niveau de bonheur des gens et la satisfaction à l'égard de la vie. Ça changerait pas, ça laisserait d'autres questions à traiter, mais c'est comme si tu veux, tu me demandais, est-ce que le suffrage universel, ça change quelque chose? Oui. Est-ce que ça règle tous les problèmes? Non. Mais ça en règle quand même un certain nombre. Quand vous parlez de petites mesures, pourquoi vous dites petites? C'est parce que c'est pas compliqué à installer complètement en France? C'est pas du tout compliqué à installer de façon dans la loi. Ouais. Et d'ailleurs, on propose le changement minimal qui donne un RIC maximal. C'est 45 mots en plus dans la Constitution, un seul article qui change. D'accord. Alors justement, cette version RIC maximale pour laquelle vous militez, on peut le dire? Militez, oui, on peut le dire. Ça consiste en quoi? Comment ça marche? Alors, un RIC à 100%. L'aspect le plus important dans le RIC, c'est que les élus restent là. Ah. Donc, le RIC, c'est une procédure. On n'est pas obligé, ça.
On n'est pas obligé, mais on a systématiquement des gens qui vont s'occuper d'appliquer la loi, de faire des décrets d'application, de rendre finalement implanter l'administration, les juges. Donc à un moment donné, il faut décider comment ces gens sont sélectionnés. On peut les nommer, on peut les tirer au sort, on peut les élire. Donc finalement, ces gens, on en a besoin. C'est pas parce qu'il y a une feuille de papier qui dit maintenant on fait ça que cette chose va être appliquée dans un pays. D'accord. Donc vous gardez des élus. Donc partout où il y a le RIC, il y a des élus qui sont gardés. Donc la production de loi, c'est concurrentiel. Ça peut être fait par le RIC ou ça peut être fait par les élus. D'accord. Ce qui est important pour qu'elle reste concurrentielle, c'est que les citoyens qui aient le dernier mot, toujours. Ce qui veut dire que le RIC le plus important, c'est le changement constitutionnel. Associé à une autre mesure, d'ailleurs, qu'on décrit, qui est moins connue en France, mais qui est assez présente aussi en Europe, c'est le référendum obligatoire. C'est que pour changer une constitution, on ne peut le faire que par référendum. Oui. Et par ailleurs, l'initiative, c'est-à-dire la proposition de changement peut venir des parlementaires, mais on propose qu'il peut venir aussi de 700 000 citoyens. D'accord. Et ça, c'est le RIC, l'initiative citoyenne et référendum derrière. Donc, du moment que les citoyens sont obligés d'être consultés pour un changement constitutionnel, le dernier mot leur revient. Et donc, à ce moment-là, l'équilibre entre les décisions prises directement et prises par des représentants se maintient. Si on ne fait pas ça, les représentants prennent le dessus. Et donc, tous les RIC qui permettent pas un changement constitutionnel finissent par être, comme vous disiez, un pansement dans une jambe de bois. Oui, c'est pas mal, et il y a des exemples intéressants, mais ça change pas grand-chose fondamentalement. Et donc, ce RIC, à 100%, on pourrait aussi poser toutes les questions dans tous les domaines que l'on veut ou pas. Il y aurait des, je sais pas moi, l'armée, le militaire. Quand on a accès à la Constitution, on peut tout faire. Mais la question qui se pose, c'est en combien d'étapes? C'est-à-dire que certaines décisions peuvent être décidées dans le changement constitutionnel lui-même. D'ailleurs, Clara va faire un exemple sur les vélos. Hein. Ça serait pas mal. Mais on peut aussi décider d'introduire un nouveau RIC dans la Constitution qui est seulement sur des questions législatives ou qui est pour révoquer un élu ou alors pour abroger une loi qui vient d'être faite. Donc, ces choses-là ne sont pas présents quand on fait un RIC pour changement constitutionnel, mais ils peuvent être faits à travers ce RIC-là. Ce qui a des cas, notamment aux États-Unis, où le RIC, au début, il était juste constitutionnel et puis il s'est élargi à fur et à mesure par RIC, en fait. Donc, quand on a accès à la Constitution, on a un accès à tout, ce qui peut être direct ou un accès en 2 étapes. On crée d'abord une autre RIC et puis après, on... C'est quoi votre histoire de comparaison avec des vélos, Clara? Non, parce qu'en Suisse, en fait, un des exemples assez classiques des formes de RIC, c'est que l'idée que les citoyens aient toujours le dernier mot, la Constitution, c'est notre règle du jeu collective. Et du coup, comme c'est notre règle du jeu collectif, c'est légitime que collectivement, on puisse décider de quelles sont les règles selon lesquelles on joue ensemble le jeu politique. Les Suisses, à une époque, avaient un RIC législatif, c'est-à-dire sur des simples lois, type la loi travail, par exemple, et un RIC constitutionnel. Et ce qui se rendait compte, c'est qu'en fait, si moi, j'ai une initiative sur, par exemple, des financements pour les pistes cyclables et que je gagne, c'est pas impossible que les députés passent une autre loi contraire à la mienne, et puis après c'est un jeu de ping-pong qui n'en finit plus. Donc par exemple en Suisse, il y a une initiative qui a inscrit dans la Constitution le vélo comme mode de déplacement suisse, avec le train notamment, et qui donne accès à des investissements publics sur les pistes cyclables. Alors de France, on se dit non, on va avoir des articles sur tous les sujets. Ouais, mais une Constitution, c'est des règles du jeu collectif. Si les gens ont envie d'avoir un article sur n'importe quel sujet, ça leur touche au quotidien, et cet article, il doit faire partie de la Constitution. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des sujets qui soient exclus des Constitutions. D'accord. Et alors, ces questions qui seraient posées pour ces référendums, on déciderait que c'est 3 fois par an, 1 fois par an, c'est toutes les semaines, tous les mardis matins, qu'on vote sur un sujet ou... Le seul enjeu qui se pose pour ne pas voter toutes les semaines, c'est le coût d'un référendum. Comme une élection, ça coûte cher. Donc, généralement, ils sont regroupés. Alors, ils peuvent être tous les 3 mois, tous les ans. Il y a aussi l'exemple des îles Palau, qui c'est des îles Pacifique, voilà, exactement. Ils sont 12, les îles Palau. Donc oui, mais ils sont 12 et ils n'ont pas beaucoup de fric. Non, ça c'est sûr. Ils sont pas nombreux, ils n'ont pas de sous. Ils peuvent changer leur constitution à travers un RIC.
Et comme ils n'ont pas trop de sous pour l'organiser, ils ont décidé, et même voté par référendum, que tous les référendums auront lieu sur une échéance électorale. D'accord. Ce qui fait que ça coûte beaucoup moins cher, mais que le problème, c'est qu'il faut attendre un peu longtemps, parfois 2 ans, pour qu'on puisse voter sur l'initiative qui a déjà obtenu les signatures. Donc c'est quelque chose à harmoniser. En tout cas, tous les pays qui font, ils regroupent les référendums dans une même journée pour éviter de... Et alors, comment ça se passe, puisque vous avez fait des comparaisons internationales, vu qu'il y a plein de pays où ce RIC existe et est en place depuis des siècles, hein, parce que on pourrait vous dire, ouais, alors donc il y aura plein de questions qui sont posées, ou un peu moins, mais régulièrement par des gens motivés, 700 000 au moins consignés, mais derrière, il faut des votants. Oui. Un référendum. Et le problème qu'on a en France, c'est que même pour élire un président, il y a même pas 75% des gens qui viennent voter. Aux élections européennes, on va être à 40. Aux élections municipales, c'est 1 sur 2. Donc, c'est bien beau d'avoir des sujets, des questions sur lesquelles voter, mais en face, il faut qu'il y ait des votants. Oui, ça c'est vrai, c'est un vrai enjeu. Par contre, il faut bien distinguer 2 choses. C'est-à-dire que quand il y a le RIC, on vote souvent. Donc quand on s'abstient, on a aussi la possibilité de rejouer souvent. Donc effectivement, il y a de l'abstention avec le RIC. Mais les gens qui s'abstiennent, c'est pas des gens qui sont tellement exclus, c'est des gens qui sont en fait pas intéressés par la question. Et tu as le droit d'être pas intéressé par une question, tu restes à la maison, ça ne te parle pas. Alors que l'abstention en France, et notamment sur les questions des élections, c'est juste, en fait, le menu que vous me proposez, il me représente pas. C'est pas du tout le même type d'abstention. C'est une abstention d'exclusion, en fait. C'est dire, en fait, pour être candidat à la présidentielle, il faut 500 parrainages. Donc, c'est un certain type de personnes qui arrivent à ça. Et moi, je sens pas que j'ai ma voix à donner. Alors que dans le RIC, il y a des gens qui votent sur certains sujets, pas sur d'autres. Il y a des gens qui se sentent concernés sur certains sujets, d'autres pas sur d'autres. Et c'est pas un problème en soi, puisque vous avez toujours la possibilité de proposer quelque chose qui vous parle à vous. Et ça, c'est important. 18h sur CFM, ça va être l'heure de l'info nationale dans À qui le tour. Nos invités Clara Egger et Raoul Maniberton, auteurs du livre sur le RIC, restent avec nous. Avant de les retrouver, on partira aussi en direction du Gard pour un nouveau portrait de citoyen d'Occitanie. Il est 18h, c'est les infos. En France, à Paris, Emmanuel Macron, le président de la République, va prendre la parole pour donner ses réponses au grand débat national. Donc pour le RIC, est-ce que vous pariez 100 balles qu'il n'en parle pas ou qu'il dit non? Ou pas? On fait le pari ou pas? RIC local. Mais le RIC constitutionnel, et on parle. C'est d'accord. Ok, allez, on voit ça juste après. CFM 18h. Deuxième partie de votre magazine régional sur CFM. Nous allons retrouver nos invités Clara Egger et Raoul Maniberton, auteurs du livre RIC, le référendum d'initiative citoyenne expliqué à tous au cœur de la démocratie directe, paru il y a quelques jours aux éditions FYP. Et au prix seulement de 20 €, 192 pages, à trouver dans toutes les bonnes librairies, comme on dit, dans toutes les bonnes émissions de radio ou de télé. Voilà. Nos invités, on les retrouve dans un instant pour continuer de parler du RIC, alors que Emmanuel Macron n'en parlera peut-être pas dans le sens dans lequel nos invités nous en parlent dans les studios de CFM aujourd'hui. Tout de suite, direction le Gard, Alès, pour un nouveau portrait de citoyen d'Occitanie. Citoyen d'Occitanie. Un portrait proposé par l'Assemblée régionale des radios associatives en partenariat avec la région Occitanie, Pyrénées-Méditerranée. Citoyen d'Occitanie. Moi j'ai fait un bac technique de mécanique. À l'époque on apprenait des trucs encore. Et on travaillait avec les machines. Franz Clochard, directeur artistique de la compagnie Mécanique Vivante. Et puis en même temps, j'ai fait le Conservatoire national. Puis j'ai surtout arrêté tout ça à l'âge légal, donc à 18 ans, parce que ça m'a permis de le tracer droit devant. Et puis j'ai rencontré un petit cire qui travaillait en itinérance, parce qu'à l'époque c'était possible de travailler en itinérance, surtout dans le sud de la France et également en Italie. C'est ce qu'a fait le cirque Bidon d'ailleurs. Travailler à la recette, donc d'une manière complètement free, proposer un spectacle au public, faire une parade dans un village. À l'époque, les gens sortaient encore. Et ça permettait surtout de travailler du printemps jusqu'à la fin de l'automne et d'avoir un petit hiver pour faire de nouvelles choses, répéter, travailler, enfin voilà, et avancer. Donc moi j'ai fait ça quelques années, puis j'étais pas super satisfait. Quand j'ai créé Mécanique Vivante, ça a été l'enchaînement normal après mon départ d'Archaos. Je me suis très vite aperçu que pour aller contre les règles, il fallait être bon. Et être bon, ça veut dire faire rire ou faire vraiment peur, mais en tout cas, fallait pas faire en demi-mesure. Ça a généré chez moi une forme de motivation permanente. Et donc, j'ai toujours cherché à faire des conneries, en fait, pour raconter autre chose, faire autre chose avec la norme, en fait, si je prends un raccourci, hein, mais en gros, épater la galerie.
C'était le cas notamment avec la Toupie. C'était un camion à béton tel qu'on les connaît, hein, qui servent à construire nos villes. La Toupie, elle, était entièrement en polycarbonate, donc transparente. C'est-à-dire qu'on voyait à travers. Et à l'intérieur, il y avait des musiciens qui tournaient, donc qui jouaient la tête en bas. Donc ça avait un côté évidemment très attractif. La Toupie, c'était la création phare, je dirais, de Mécanique Vivante dans les années 90. Et ça a été un terrain de rencontre incroyable. On peut saluer Sébastien Martel qui en a été l'ambassadeur. La Toupie a joué avec Magic Malik, Julien Laureau, Vincent Segal, Mathieu Chédid, Camille, enfin bon, voilà, tous des noms qui ont tracé leur route dans la musique actuelle. Donc ça, c'était l'histoire de la Toupie. Et après est venue l'histoire des sirènes. C'est vraiment la rencontre avec l'objet, moi, qui m'a fait partir sur cette histoire-là. Et pourquoi ? Parce que, telle qu'elle a été inventée au 19e siècle par Cagnard de la Tour, on peut produire toute l'échelle des fréquences. C'était d'ailleurs l'instrument de référence des fréquences. Je me suis imaginé des polyphonies avec des sirènes de registres différents. Mais c'est surtout pouvoir faire toutes les notes, parce que y a aucun instrument qui permette de le faire, en acoustique que je parle, parce que la sirène est un instrument acoustique. Donc il y avait suffisamment d'éléments pour y croire. J'ai quand même souvenir que j'ai mis 6 ans avant de pouvoir avoir deux sirènes qui jouent juste entre elles et qui permettent d'inviter des compositeurs. Les sirènes, aujourd'hui, c'est 20 ans, et là, on fait une proposition au public. Quand on joue dans la rue, par exemple, on arrive à tenir le public, parce qu'on a un univers en même temps qui est mécanique très présent, long à mettre en œuvre. L'idée étant au départ, c'est de continuer à travailler dans la rue. Donc ce qu'on fait aujourd'hui avec les sirènes, on travaille toujours dans la rue parce que ça c'est un peu notre métier, mais on travaille aussi dans les salles de théâtre comme les scènes nationales et ça c'était un vrai objectif parce qu'on fait un meilleur boulot. On a le silence, on a le noir, le travail sur l'esthétique, le développement avec les sirènes musicales, on est tout seul à le faire. Donc c'est une bonne raison et motivation de se lever le matin. Et jusqu'à aujourd'hui, on est toujours en développement. Et on fait du développement autant artistique que technique. Et on associe les deux, donc c'est pas simple. Ça veut dire un orchestre prototype qui doit être prêt à la composition, les répétitions, les spectacles, et qui doit être démonté pour pouvoir tester les nouvelles expériences qu'on va faire avec pour avancer. Cet hiver, on a fait de la fonderie parce qu'on avait des instruments à fabriquer. Et après ça, les origines des projets, l'invention, ça peut paraître prétentieux, mais moi je le revendique. Évidemment, puisque ça n'existait pas auparavant. Et ce qu'on propose au public, de déjà vu, je dirais, c'est 2 trombones à coulisses, une guitare électrique et un set de timbales d'orchestre. Et donc là, quand on se retrouve dans la rue avec des musiciens qui ont un vrai profil professionnel, c'est une belle victoire parce que proposer ça au public qui se retrouve dans une musique qu'il ne connaît pas, dans un environnement, dans une esthétique qu'il ne connaît pas. Pour que le public saisisse un peu la dimension et prenne vraiment une claque, si on peut dire, c'est que le professionnalisme qui va parler et ce côté-là qui va être tout de suite visible et ressenti par le public. Ça veut dire qu'à un moment, on a quelque chose de très sérieux qui s'est mis au service d'un gros délire. Ce portrait de citoyen d'Occitanie a été réalisé par Radio Grille Ouverte dans le cadre du partenariat entre l'Assemblée régionale des radios associatives et la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. CFM à qui le tour, prochain rendez-vous de portrait de citoyens d'Occitanie sur votre antenne, mardi à 18h. CFM à Castelsarrasin. 90.7.
CFM, à qui le tour? Je parle sur les jingles, ça c'est pas bien ça David, c'est pas bien du tout. Ce qui est très bien, c'est le livre RIC, le référendum d'initiative citoyenne expliqué à tous. Un livre signé de Raoul Maniberton et de Clara Heger, nos invités aujourd'hui dans le studio de CFM en Aveyron, à Rodez. Clara Heger et Raoul Maniberton qui vont participer à 20h34 précisément au début d'une conférence débat en Aveyron, toujours à la salle des fêtes de Grange-Florac. Conférence débat ouverte à tous, organisé par les jeudis en question, collectif de Marcillac Vallon, pour parler donc de ce livre, de ce fameux référendum d'initiative citoyenne que vous soutenez tous les deux à fond, Raoul et Clara. Oui. Sans aucune restriction. Sans aucune restriction. Il n'y a pas quand même des petits inconvénients, des petites choses, parce que rien n'est parfait en ce monde non plus. Peut-être le rythme, mais... Il y en a, mais c'est en tout point meilleur que ce qu'on a aujourd'hui. Et je crois que c'est le message à dire. Et parce que souvent, en plus, le RIC, on l'étudie en soi. La plupart, la façon dont on en parle, on se pose beaucoup de questions sur les effets du RIC, mais on le compare très rarement à ce qu'on a aujourd'hui. Et si on le compare à ce qu'on a aujourd'hui, c'est mieux. C'est pas la panacée, mais c'est mieux. Mais alors, par exemple, qu'est-ce que ça aurait, s'il était en place, là, en comparaison, qu'est-ce que ça aurait pu changer ces derniers mois, ces dernières années, sur quelques mesures? Une mesure très simple. On va dire que les Gilets jaunes ont commencé sur la question des taxes sur les carburants. S'il y avait une RIC, une variante qui s'appelle abrogatif, au lieu de descendre sur tous les ronds-points, ils auraient signé une pétition. Et si cette pétition atteint... Probablement, la pétition qu'ils ont faite d'ailleurs a atteint le niveau requis pour lancer un référendum, il y aurait eu un référendum. Oui, non, quel que soit le résultat, il n'y aurait pas eu des ronds-points bloqués, des blessés, des affrontements, et aussi un grand débat qui a coûté extrêmement cher et sur lequel la France a demandé à l'Union européenne la possibilité d'avoir un déficit plus grand qu'il faudra payer. Alors, même vous qui êtes, toi David, qui est pour les déficits et contre l'austérité, qui est très bien, mais l'austérité, être pour les déficits, pas quand même pour payer le grand débat ou pour payer la police des heures supplémentaires afin qu'ils mettent en garde à vue des gens. Donc, vous voyez, on dépense les sous de cette manière. Ensuite, on va devoir payer. Donc, un des premiers effets, c'est un effet pacificateur. Quand il y a un conflit, il y a un moyen de résoudre le conflit parce que les gens peuvent faire une pétition et puis on vote. Et puis le référendum, c'est l'arbitre entre le conflit, entre le gouvernement et une fraction de la population. Il y aura un effet aussi économique puisqu'on ne va pas dépenser n'importe comment les ressources publiques pour gérer un conflit sur des mois, mais on le gère à travers un référendum. Donc voilà des effets concrets que peut avoir le RIC en France. Mais alors justement, est-ce que la France, par rapport à d'autres pays où le RIC est déjà utilisé depuis longtemps, pour certains vous nous l'avez dit, on n'est pas le pays où le RIC irait le moins bien a priori? Puisque là vous parlez des manifestations, en France on nous dit souvent on aime bien manifester, les conflits, tout se règle par conflit dans les rues, les manifs, il n'y a pas de discussion entre les représentants de ceci et cela, il faut qu'il y ait bagarre dans la rue. Donc on n'a pas besoin du RIC, on se bat dans la rue. Justement, c'est parce qu'on n'a pas le RIC qu'on se bat dans la rue. Et peut-être une anecdote là-dessus qui est intéressante. L'ancêtre du RIC, c'était les assemblées communales. On en parle beaucoup en Suisse, mais il y en avait dans le Pays basque français, il y en avait dans les communautés alpines. La première constitution en 1791, après la Révolution française, prévoyait de la démocratie directe et c'était l'option qui était choisie. L'idée qu'il fallait... Ils ont perdu le courrier. Non, c'était très débattu. Les personnes qui étaient à l'époque qualifiées on les qualifiés d'enragés, en tout cas ceux qui défendaient la démocratie directe. La France était au bord de la guerre civile. Donc on a dit on suspend la Constitution pour faire face à la menace, c'est la terreur. Elle devait être sortie des tiroirs et là, grosse victoire des libéraux qui ont dit non, on va pas faire décider les gens sur tout. On va garder un très fort pouvoir des élus pour justement... faire attention à ce que le peuple vote bien. Nous, ce qu'on observe dans le livre, c'est que les citoyens votent bien quand même. Il faut le souligner, je crois. Très bien, même si on n'est pas toujours d'accord. Même si on n'est pas toujours d'accord, et le RIC est un instrument pour résoudre le désaccord. Vous avez été surpris, parce que je rappelle que vous êtes tous les deux professeurs de sciences politiques, donc vous suiviez ces sujets-là
Quasiment quotidiennement depuis bien longtemps maintenant, pour certains. Non, vous ne le rappelez pas depuis si longtemps. Bref, vous avez été surpris que les Gilets jaunes nous sortent le RIC au bout de 2-3 week-ends. C'était la deuxième grande revendication après la baisse des taxes ou l'annulation des taxes. Le RIC, ça a apparu rapidement, sorti de presque nulle part, j'ai l'impression, moi. Nous, on était déjà dans une association qui défendait, donc on l'entendait très vite arriver. En fait, il y a deux choses. La première, c'est qu'il y a des enquêtes récentes sur tous les pays européens et mondiaux, et le RIC et la démocratie directe sont très populaires partout. Là où en France c'est exceptionnel, c'est qu'il y a un mouvement qui a mis ça en premier. Parce qu'en général, les réformes institutionnelles, tout le monde les veut, mais c'est quand même après avoir un frigidaire plein. Ouais. Ici, c'est parti en premier. Et en fait, c'est ce qu'on a dans le livre, on a une préface de certaines personnes très impliquées dès le début dans le mouvement des Gilets jaunes. Et on leur a demandé d'expliquer comment le RIC est sorti. Et en fait, il est sorti parce que ce mouvement a réussi à mettre ensemble des personnes extrêmement disparates aussi dans leurs revendications et dans leur idéologie. Et donc, à ce moment-là, le RIC est devenu le commun dénominateur, c'est-à-dire le moyen de revendiquer des choses directement. Et puis après, celui qui a la majorité gagne. Alors là, le président Emmanuel Macron a pris la parole à Paris là, pour sa grande réponse suite au débat national. Le RIC, il ne l'annoncera pas. Le RIC d'initiative citoyenne, comme vous le souhaitez, il ne l'annoncera pas. Donc, ça ne se fera pas, a priori, là, dans les prochains mois, les prochaines années. Qu'est-ce qu'il faudrait faire en France pour que concrètement, ça arrive ? Changer de président, changer de république, changer de majorité au gouvernement, changer quelque chose, rien changer, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faudrait ? Alors, nous, on part du principe qu'on est allé voir un peu comment les pays qui ont le RIC l'ont mis en place. Ouais. Alors, les RIC qui viennent du haut sont toujours mal fonctionnants. Viennent du haut, c'est-à-dire que c'est le pouvoir à un moment donné. Annoncé par Macron. Voilà. D'accord. Et en particulier, c'est les RIC qui existent en Amérique latine, sauf l'Uruguay, et les RIC qui existent dans les pays de l'Est. À chaque fois, en sortie de pays autoritaires, il y a eu beaucoup d'opportunités de faire un RIC. Donc, beaucoup de pays sont ça. Mais sinon, ceux qui ont pris en cours de route, alors, il y a l'option suisse, on revient à la question d'avant. Les Suisses, on les voit comme des bonnaires, hostiles au conflit, alors que les Français adorent être dans la rue. Mais si vous étudiez l'histoire, c'est pas du tout ça. Les Suisses étaient des enragés pour obtenir le RIC et ils menaçaient les hommes politiques et on est allé voir les citations des hommes politiques de l'époque et des élites culturelles qui étaient exactement comme ce qu'on dit maintenant. Attention, tyrannie de la majorité, attention, les minorités vont être écrasées, etc. Et attention, ces gens-là, c'est des braillards, c'est des haineux, c'était les mêmes. Et des populistes, on disait déjà à l'époque. Voilà. La Suisse est devenue un pays calme parce qu'ils ont gagné le RIC. La France qui ne l'a pas, toujours pas. Donc en fait, c'est sûr qu'une dimension conflictuelle est nécessaire. Après, nous, on défend quand même la possibilité aussi de le demander via les élections. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut savoir que les Gilets jaunes, c'est devenu, en termes de militants, et de très loin, le premier, s'il était un parti, le premier parti de France. En termes de militants, pas un corps de voix parce qu'ils ne se présentent pas, mais militants, c'est important parce que les choses qui marchent le mieux en élection, c'est le porte-à-porte. Donc aujourd'hui, on a un système électoral français qui est très peu inclusif, c'est-à-dire que quand on est dedans, on reçoit plein de fric et quand on est dehors, on n'a pas accès. Donc, mais l'entrée est possible, comme déjà ce qui se passe en Europe, où il s'est passé même pour Macron lui-même. Donc, même s'il était déjà... Donc, commencer au niveau local et puis monter progressivement, ça constitue non seulement une possibilité qui est intéressante, à condition de réussir à ne pas créer une structure hiérarchique, ce qui est quand même difficile, mais et une structure intéressante aussi pour créer un rapport de force et menacer, parce que comme les élections aujourd'hui, c'est une source d'argent incroyable, tout élu des Gilets jaunes qui va dispatcher son argent dans le mouvement, va aussi enlever des ressources aux partis politiques qui sont là. Donc, en fait, je voudrais juste dire une dernière chose, c'est qu'il y a certains partis politiques qui proposent un RIC. Même à la présidentielle, il y en avait 6 sur 11 candidats
qui avait le RIC. Aux dernières présidentielles en France, il y en avait 611. Naturellement, aucun des RIC sont comme celles demandées par les Gilets jaunes, c'est-à-dire capables de changer la Constitution. D'ailleurs, il y a un beau réflexe, toutes les fois que quelqu'un propose un RIC, et s'il nomme le Conseil constitutionnel pour évaluer le RIC, ça veut dire que c'est pas bon. D'accord. Ouais. Voilà. Si finalement le RIC n'a pas le dernier mot, quoi. Voilà. D'ailleurs, les Suisses disent, l'histoire suisse, les Suisses disent le Conseil constitutionnel, c'est nous, c'est le peuple qui décide qu'est-ce qui est de l'ordre du constitutionnel via le RIC. Alors vous deux, donc vous êtes professeurs de sciences politiques, des chercheurs, des enseignants. Bon, est-ce que du coup il y a aussi derrière pour vous un engagement? Est-ce que vous avez envie, le fruit de ce travail, de votre réflexion autour du RIC, de montrer son intérêt, son histoire, ses effets, ses avantages, ça vous donne envie de vous engager politiquement? Nous, on s'était déjà engagés. Vous êtes gilet jaune ou pas? On est en soutien aux Gilets jaunes. En soutien aux Gilets jaunes, d'accord. Ouais. On était déjà engagés sur ces questions. Et là, on est engagé aussi à la suite du bouquin, puisque, par exemple, avec un Gilet jaune de Savoie, on a lancé une pétition pour le changement de l'article 89 qui se trouve, c'est une proposition qui a été faite dans le bouquin. Et aussi, on a monté on a appuyé, disons, pas monté, parce qu'elle a été montée par quelqu'un d'autre, Yvan Bachot, qui est un vieux de la vieille de défense du RIC. Il était déjà présent à l'élection européenne de 2009 pour une liste qui défendait qu'une seule mesure, le RIC. Et là, il a fait rebelote cette année en créant la liste qui s'appelle Mouvement pour une initiative citoyenne. Ouais. Et en fait, les candidats, lui, il n'est pas dans la liste, mais il la présente. Ceux qui sont dans la liste sont tirés au sort. Ouais. Ils nous avaient contactés, certains de nous ont proposé, et Clara a été tirée deuxième. Deuxième. Enfin, moi j'allais dire, elle a eu du bol, mais j'en sais rien, mais elle est contente que Clara tire. Donc vous êtes mais on a un grand principe, c'est que celui qui est tiré au sort, il se tait. Il ne fait pas campagne pour lui-même. Ouais. Ah bon donc Raoul est porte-parole. Le principe basique, c'est que les grandes gueules sont pas dans les listes. Sont porte-parole, mais sont pas dans les listes. C'est un des moyens pour éviter que les mouvements deviennent trop hiérarchiques. Donc, moi, on m'a demandé d'être porte-parole. Donc, je suis porte-parole de ce mouvement. D'accord. Et c'est le premier essai. Alors, on a quelques difficultés là-dessus parce que vous ne le savez peut-être pas, mais à l'élection européenne, c'est facile de se porter candidat. Il suffit d'avoir 79... amis. Bons amis, quoi. Mais la difficulté, c'est que les bulletins, eux, sont à la charge des listes. Ouais. Nous, on n'a pas €1. Ouais. Et donc, nous ne pouvons pas payer les 500 000 € pour qu'ils soient distribués. Donc ça sera à nous-mêmes, chacun de se fabriquer notre propre petit bulletin. On a deux moyens. Parfois, on a des relais dans les localités. Qui sont favorables. Alors, il y a d'autres qui se méfient de la voie électorale. Donc, ça, on respecte totalement. Et sinon, effectivement, il faudra s'imprimer sur le site du ministère son bulletin, ce qui signifie que c'est vraiment un premier essai. C'est pas... D'accord. Donc, Clara, vous êtes sur la liste qui se présente là aux élections européennes dans un mois, c'est ça? Oui, c'est ça. Tiré au sort. Mouvement pour une initiative citoyenne. Qui rassemble en fait des gens qui se sont portés candidats. C'est des gens qui ont en commun la défense du RIC. Il y a plein de choses sur lesquelles on s'engueule et on n'est pas d'accord, mais au moins on a ça en commun. Et on a des mesures un peu précises à mettre en place en Europe. Et on n'a qu'un seul point. On n'a pas de programme, pas de programme de gouvernement. On défend un seul point, c'est que en fait, les citoyens puissent décider en matière européenne. D'accord. C'est bien noté. Donc, et à retrouver, j'imagine, sur les réseaux sociaux, Internet, pour plus d'informations, dans le détail en particulier. Sinon, autour de ce travail du RIC que vous avez effectué, est-ce qu'il y a des élus, alors je ne vous demande peut-être pas Macron, mais est-ce qu'il y a des gens au pouvoir ou dans des administrations qui sont venus vers vous, qui ont un intérêt, qui voient bien que effectivement ça peut peut-être amener quelque chose et peut-être qu'on peut réussir à intégrer ça dans notre système sans tout retourner du jour au lendemain? Vous avez senti ou entendu un peu une curiosité ou pas vraiment? Justement, non, ils disent ils en veulent pas. Très peu, mais il y a en fait. Le problème, c'est qu'au moment où on explique que le RIC doit être constitutionnel, là, il y en a... C'est là que ça bloque? Ouais. Pour un RIC modéré, il y en a pas mal qui sont intéressés. Même au niveau local, c'est assez courant. Donc, et dans les grands partis politiques français?
Vous savez vous-même que, par exemple, la France Insoumise a proposé quelque chose on a analysé dans ce livre. Hein, c'est quelque chose que ça se voit que c'est des élus. Parce que... Mais oui, parce que, par exemple... Touchez pas au Grisby quand même. Voilà. Au lieu de faire un RIC qui permet de changer la Constitution, ils proposent un RIC pour lancer une assemblée constituante. D'accord. Donc, au lieu de nous donner le droit de changer la Constitution, ils nous donnent le droit de choisir des gens qui vont la changer. Mais ça, on l'a déjà avec le Parlement. Donc, ils restent dans cette optique-là. C'est très difficile de les faire sortir. À peu près tous. Hein. Moi aussi, j'ai travaillé en 2016 comme expert pour la mise en place du RIC au niveau local à Grenoble, qui a été entre-temps cassé par le juge administratif parce que c'est illégal encore. On attend peut-être ce soir Macron. Voilà, qui est peut-être en train d'en parler en ce moment. Macron le fait. Ouais. Mais au moment où on le lançait, les élus qui étaient très pour, ils le découvraient. Et là, il y a une partie des élus, normalement ceux qui d'ailleurs n'avaient jamais été élus auparavant, qui étaient très favorables, et d'autres qui ont voulu mettre des palettes, des limites, etc., parce qu'ils l'ont découvert. Et j'ai eu même la remarque, pendant que je le présentais au Conseil constitutionnel, de quelqu'un qui m'a dit, non, en Conseil communal, quelqu'un qui m'a dit, municipal, quelqu'un qui m'a dit, mais je ne comprends pas, avec ce mécanisme, on perd du pouvoir. Donc, il l'a découvert en cours de route. Donc, les élus sont particulièrement peu informés même sur ce mécanisme. Et aujourd'hui, au contraire, quand on parle chez les Gilets jaunes, on a l'impression d'avoir une assemblée d'experts. Un effet peut-être marrant dont on peut parler, c'est que personne dans les régimes à très forte démocratie directe, type la Suisse par exemple, le nom du président de la République de la Confédération helvétique. D'accord. Personne. En fait, parce que c'est un élu pour un an, donc c'est une personnalité qui ne compte pas beaucoup dans le paysage politique suisse. Et en France, c'est quasiment le plan à l'inverse, hein, pour le coup. Tout le monde quasiment connaît le nom du président de la République, vu l'étendue de ses pouvoir, paraît-il. Je poursuivrai bien cette conversation, mais il va falloir s'arrêter, puisque bientôt on va retrouver Charles pour l'info régionale de 18h30. Pour vous retrouver, Clara Egger et Raoul Magny-Berton, il y a un rendez-vous ce soir à 20h30 en Aveyron. C'est à la salle des fêtes Grange de Florac, avec cette conférence débat organisée par les jeudis en question, le collectif de Marcillac-Vallon. Mais vous allez continuer votre grande tournée. C'est une tournée que vous êtes en train de faire déjà en France. Hein. Sinon, on peut vous retrouver où en Occitanie, pour le moment. D'accord. Puisqu'on va être demain à Saint-Afrique et après-demain le 27 à Montpellier. Ok, alors voilà. Et Saint-Afrique demain, ça sera en soirée, après-midi, matin, chaque fois en soirée. Ok, c'est bien noté. Merci beaucoup d'être venu. On peut retrouver sur les réseaux sociaux les informations. Ah, sur quelle page quand on tape quoi déjà, si on... Dauphiné démocratique, un mouvement. Dauphiné démocratique, d'accord. Sur le mouvement pour une initiative citoyenne, et puis on a des pages personnelles, on est assez facile à trouver, je crois. Et je rappelle votre livre, RIC, le référendum d'initiative citoyenne expliqué à tous. C'est le titre, au cœur de la démocratie directe, c'est le sous-titre. C'est signé de Raoul Magny-Berton et Clara Egger. C'est paru il y a quelques jours à peine aux éditions FIP. Pour vous y retrouver, c'est 20 € pour 192 pages. Donc, pour en savoir beaucoup plus, tout savoir sur ce fameux RIC. Une dernière question, quelques secondes. Donc, Macron, pour ce soir, le RIC, ça sera non au niveau national. En France, on dit quoi? On dit 2020, 2025, 2030, 2050 ou le jour où les Martiens débarqueront sur les Champs-Élysées? Bon, je dirais que c'est totalement faisable. Il faut d'ici 5 ans. 5 ans. Mais on ne peut pas le faire dans 3 mois. D'accord. Clara, vous êtes d'accord ou... Ouais, alors oui, 5 ans. 5 ans est un bon horizon. Mais je pense que chaque mois compte quand même. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus dans le studio. Bonne conférence débat ce soir à tous.